Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous invitons Geoffrey Seco. Bonjour Geoffrey. Bonjour Evelyne, bonjour tout le monde. Alors, tu es musicien-compositeur et nous allons d'abord parler de ton parcours pour aboutir finalement à ces fameux concerts sous hypnose que tu as inventés. Alors, je pense que tu es un musicien particulièrement doué. D'après ce que Wikipédia m'a dit, tu as commencé la musique tout seul en autodidacte, le piano. Oui, je suis arrivé dans une maison où il y avait un piano, donc je m'y suis mis quand j'avais 6-7 ans et ça a été un peu une révélation, ça a été beaucoup de plaisir et puis à cet âge on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais c'est vrai que pour moi les sons c'était aussi des sensations, des couleurs, donc ça m'emmenait vraiment dans un autre univers de faire de la musique comme ça. Et donc mes parents, voyant que j'y passais pas mal de temps, ont voulu m'inscrire au cours de piano au conservatoire quand j'avais 8 ans, mais il n'y avait plus de place. Donc ils m'ont inscrit en cours de saxophone, un peu arbitrairement comme ça. Et je suis tombé sur un super prof qui, d'entrée de jeu, m'a parlé évidemment de respiration, parce que c'est au centre de cet instrument. Et puis aussi de visualisation. Donc même si il mettait pas le mot hypnose dessus, il me disait de visualiser mes prochaines auditions, donc de comment j'allais monter sur scène, comment j'allais m'accorder, saluer le public. Et moi, en bon élève studio, je faisais ça tous les soirs. Et je voyais que mes visualisations progressaient. C'est-à-dire que je visualisais de mieux en mieux, je faisais aussi de moins en moins d'erreurs, parce que en visualisant, j'oubliais de saluer le public, par exemple. Et donc, je reprenais mes visualisations comme un entraînement. Et donc, je pense que déjà à ce moment-là, j'ai compris qu'une bonne visualisation, c'est une visualisation où on se trompe et où on peut recommencer, quoi, comme dans la vraie vie. Et quand j'ai passé ma première audition, ça s'est passé comme dans ma visualisation. Donc, je pense que j'ai intégré aussi que les visualisations permettaient de vraiment bien se préparer et puis même de peut-être créer un peu sa réalité. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'à 8 ans, j'étais dans ce bain-là d'énergétique, de visualisation, de musique, parce qu'aussi parler de pour bien respirer, c'est important de se placer, d'être concentré sur le hara, il appelait ça le hara, le centre d'énergie du corps, donc en dessous du nombril. Donc on était dans ces trucs-là et c'était top. Tu as aussi appris la flûte et tu as aussi appris la clarinette. Et c'est une deuxième étape, je dirais, dans ton apprentissage de l'hypnose, la clarinette. Ouais, donc bon, donc j'ai poursuivi mes études musicales en parallèle de ma scolarité. Puis quand j'ai eu 18 ans, je suis allé à Paris. J'ai continué aussi à prendre des cours, à faire de plus en plus de concerts. J'étais professionnel à partir de 18 ans. Et, euh, et c'est vrai que vers, je sais plus quand c'était, je crois que c'était en 2009, donc à 29 ans, on m'a proposé de faire une tournée avec Patricia Cass. Et fallait jouer flûte, sax, piano, clarinette. Donc moi, je jouais de tout, sauf de la clarinette. Mais j'avais tellement envie de faire cette tournée, parce que c'était une grosse tournée internationale, il y avait plus de 200 concerts. Donc quand on a 29 ans, c'est une expérience à ne pas rater. Et donc j'ai dit, bah ok, pas de problème, je viendrai à l'audition. Et là, on m'a dit, l'audition, c'est dans 15 jours. Donc j'avais 15 jours pour apprendre la clarinette. Et je me suis dit, je vais continuer dans cette démarche de visualisation, puisque jusqu'alors, ça m'avait vachement aidé. Et j'ai voulu aller donc un peu plus à fond. J'ai acheté un bouquin d'auto-hypnose de Jean Dorido, l'auto-hypnose au quotidien, je crois. Et donc, j'ai appris la clarinette comme ça. Alors, je suis pas devenu un concertiste en 15 jours, mais voilà, j'ai appris les morceaux que je devais jouer. Il y avait trois quatre morceaux à jouer pour l'audition. Et je me suis pointé à l'audition, et donc j'ai été pris. Et après, on m'a dit, bah super, rendez-vous dans 15 jours. Nous, on n'a pas le temps de répéter, on est en tournée, il faut tout apprendre par cœur. Donc pareil, là, avec l'auto-hypnose, en 15 jours, j'ai appris tout le répertoire. Et c'est vrai que ces tournées de variété, c'est très précis, c'est toujours le même enchaînement, les mêmes morceaux. Donc eux, ils avaient déjà une centaine de concerts dans les pattes. Donc c'est vrai que
pour monter sur scène comme si on avait ces 100 concerts-là aussi. Donc c'était bien challengeant et c'est vrai que l'auto-hypnose m'a énormément aidé à ce moment-là. Musicien doué, et alors hypnopatient, ou je ne sais pas comment on peut le dire, doué aussi, parce que tu n'as même pas été chez quelqu'un pour apprendre. Tu as vraiment appris par un livre. Or, Olivier Perrault, il dit toujours, le goût du kiwi, c'est plus facile de se rappeler de ça quand on a déjà mangé du kiwi. Alors, quelqu'un qui n'a jamais mangé de kiwi, on peut lui expliquer ce que c'est le kiwi. Ouais. Et si on a beaucoup de vocabulaire, la personne peut se le représenter, ce goût, surtout s'il est particulièrement doué, qu'il est tasteur de vin, par exemple. Mais c'est quand même beaucoup plus facile quand on a fait de l'hypnose accompagné par quelqu'un, parce qu'alors on connaît déjà le chemin. Donc toi, tu as vraiment ce- voilà, un don pour beaucoup de choses, me semble-t-il. Ben, euh, en fait, j'avais jamais fait de d'hypnose, j'avais jamais été accompagné, mais euh, j'ai fait donc toutes ces visualisations avec mon prof que j'ai eu pendant 10 ans. Donc, et puis je crois que la musique, ce prof-là, par exemple, on avait des cours qui duraient une demi-heure, trois quarts d'heure, et on travaillait par exemple un morceau, et on pouvait rester comme ça 10 minutes sur la même mesure, où moi je jouais cette mesure en boucle, et lui il me parlait pour me diriger dans l'interprétation, parce que c'était des cours classiques, donc on parlait plus d'interprétation à cette époque-là. Et, euh, et donc, en fait, il y avait un mélange comme ça d'hypnose et de lui qui me parlait et moi qui rentrais dans cet univers-là d'interprétation où on parlait de couleurs, de sensations. Donc, je pense que j'étais un peu formé à ça, même si c'était par un prof de musique. Et puis après, je me suis mis assez tôt aussi à la méditation. Puis je ressentais beaucoup de choses avec les mains, les énergies. J'aimais beaucoup sentir l'énergie des arbres, tous ces trucs-là. Donc, je rentrais assez facilement dans ces états d'absorption, soit avec l'énergie, soit avec la musique. Et puis, ouais, je lisais beaucoup de bouquins aussi de mythologie, sur la science aussi. Pour les bouquins de Bernard Werber, c'est des romans, mais ça parle de toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment mon univers. Ça a toujours été mon univers, en fait. Donc, oui, lire un bouquin d'auto-hypnose et rentrer dedans, c'était comme mettre des mots et une technique sur ce que je connaissais déjà un petit peu. Alors, on est passé un peu vite sur tes études musicales. Tu as fréquenté des écoles extrêmement prestigieuses. Alors, ouais, je suis passé par Berkeley, qui est considérée un peu comme la meilleure école au monde. C'est une école où il y a tout sur la musique, du classique à la musique indienne, au jazz, la composition, l'enseignement, la production. Et bah, c'est un rêve de gosse d'aller là-bas. Et bah, pareil, je me suis préparé aussi avec un peu avec l'auto-hypnose, dans le sens où je me suis dit, bah, comment j'ai envie de passer cette audition pour rentrer à Berkeley. Je savais que tout le monde allait bosser comme un fou pour être pris et on devait, euh, on devait préparer un morceau qu'on choisissait et puis 10 morceaux qui seraient tirés au sort. Il y en aurait un qui serait tiré au sort. Donc il fallait travailler 10 morceaux et on ne savait pas vraiment sur lequel on allait tomber. Et donc j'ai bossé ces 10 morceaux et puis le morceau que je devais choisir moi, je me suis dit je vais pas bosser un morceau comme tout le monde va le faire. Je vais bosser l'instrument et ce morceau, je le choisirai le jour J pour justement avoir la fraîcheur et pas arriver comme tout le monde parce que je pense que pour une audition, pour un concert, enfin en tout cas quand on joue de la musique, je pense qu'il est important, c'est de sentir que le musicien est en train de redécouvrir un peu son morceau, ce qui permet d'être dans l'instant présent et je voulais vraiment créer ça. Donc voilà, ouais, je me suis préparé comme ça, aussi pareil avec de la visualisation. Et le matin de l'audition, je suis allé acheter un cahier de musique où il y avait plein de morceaux. Et puis j'ai ouvert le cahier au hasard le jour de l'audition et j'ai été pris comme ça. Et donc j'aime beaucoup ouais, ouais, visualiser et imaginer dans quelles conditions je pourrais être le mieux pour faire un concert ou ce genre de choses. Et quand tu fais ces visualisations, tu les fais vraiment comme on le fait en hypnose, c'est-à-dire avec voir, sentir, entendre, Ouais, le vivre plus que seulement l'imaginer visuellement. ouais, c'est ça, ouais, avec tous les canaux. Et puis je reprends. Quand il y a quelque chose dans la visualisation qui me plaît pas, je recommence.
jusqu'à ce que toute la visualisation, je sente qu'elle est complètement synchronisée avec ce que j'ai envie de faire. Ouais. Oui, ça a dû beaucoup t'aider aussi pour le track parce qu'en fait, quand on s'imagine quelque chose, surtout si c'est avec ce qu'on appelle chez les hypnos le VACO, hein, le visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, on crée une sorte de souvenir et il y a des parties de notre cerveau qui ne savent pas si on l'a réellement vécu ou pas. Donc le cortex sait qu'on l'a pas vraiment vécu, mais les parties qu'on dit sous-corticales, notamment l'amygdale, l'hippocampe, ne savent pas en fait qu'on n'a pas vraiment vécu. Donc pour notre cerveau, quand on a fait de nombreuses visualisations et qu'on a réussi à dépasser le trac et à se voir sur scène tout à fait tranquille, bah, quand on est réellement sur scène, bah, le cerveau, il dit, ah, ben oui, non, ça, je connais. Il va voir dans ses petits papiers, Mm, ah, il va voir dans l'hippocampe, non, ça, je connais. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus tranquille, hein, donc, mm. on sent qu'il y a beaucoup de profondeur chez toi. Tu as travaillé avec les plus grands. Tu aurais pu te contenter de ça parce que tu as quand même travaillé avec Aznavour, tu parlais de Patricia Cass, tu as aussi travaillé avec Pascal Obispo, avec Yannick Noah devant 83 000 personnes, j'ai lu, hein, au Stade de France. Donc tu as eu tous les plaisirs qu'on peut avoir. Tu as aussi participé à des événements absolument incroyables comme l'anniversaire du roi du Maroc. Je regarde mes petites notes, celui de Bruce Willis. Tu as aussi fait l'anniversaire d'Elisabeth II à Windsor, les Jeux olympiques d'été en 2004 et 2012. Tu as vraiment eu tous les honneurs, tous les plaisirs qu'on peut rêver comme musicien. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis retrouvé à faire des trucs assez fous. J'ai fait plein de trucs aussi de musiciens normaux, hein, des mariages, jouer pour je sais pas, des conventions, des petits clubs de jazz, enfin tout ce que peut faire un musicien. Mais c'est vrai que j'ai pu expérimenter plein de choses. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, j'ai senti que j'avais envie de faire mon métier de façon plus profonde. En fait, je pense que j'ai choisi ce métier pour justement vivre cette profondeur, le côté artistique. Mais au final, j'ai trouvé que c'était pas tant spirituel et artistique que ça, ce métier. Et quand j'étais avec les musiciens, bah on parlait même pas toujours de musique. On parlait de, je sais pas, d'immobilier ou des prochaines vacances ou tout ce qu'on peut se dire pareil quand on est avec des collègues, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez payé ou ce genre de trucs. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie de vivre dans mon métier de musicien, ou en tout cas, c'était pas comme ça que je l'imaginais. Et, euh, et donc, et puis j'ai toujours cherché à mêler justement musique et spiritualité et j'ai jamais trouvé le cadre pour le faire. Donc en parallèle de ma carrière, je me suis formé un peu en médecine chinoise, un peu en énergétique. Je suis jamais allé vraiment à fond là-dedans. Ouais, et donc ben, je cherchais le moyen de faire des concerts plus spirituels et j'ai cherché un moment. Et c'est finalement en rentrant d'Australie où j'étais parti faire composer un concert, un album justement sur le Tao, sur la médecine chinoise, sur les 5 éléments. Quand je suis rentré en France, que j'ai joué mes concerts en expliquant un peu comment j'avais composé, j'ai vu que les gens entraient en transe et enfin une transe légère, hein. Et donc ça m'a donné envie de d'amplifier ça et de créer des concerts sous hypnose. Donc ça, c'était en 2015. Et là, en cherchant justement des références de concerts sous hypnose, comment ça pouvait se faire, comment composer, comment mettre les gens sous hypnose, tout ça. Ben, en fait, j'ai rien trouvé sur Internet. J'ai cherché dans plusieurs langues. Il y avait concert sous hypnose, ça n'existait pas. Et pour moi, ça me semblait vraiment bizarre parce que trance, état de conscience modifié et musique, ça a toujours été lié. Donc j'étais vraiment surpris que personne ne fasse ça. Et, et donc voilà, donc là je me suis dit je vais aller au Pérou pour voir comment les chamans s'y prennent. Puis par un concours de circonstances, il y a un pote qui m'a donné une adresse, donc celle de Jacques Mabi, qui est médecin français, chaman,
qui a de la bouteille, qui est sérieux, qui a 70 ans, et qui donc a un centre de désintox. Il lutte contre les addictions donc au Pérou, dans son centre Takiwazi, et il ouvre les portes de son centre pour des séminaires d'initiation. Et donc j'y suis allé dans ce cadre-là pour voir comment ça se passait, et parce que je sais que les chamans en Amazonie utilisent les Icaros, donc des chants archétypaux, avec l'ayahuasca, un puissant psychotrope. Et bah, je me suis dit, ça doit être assez proche de ce que j'ai envie de faire, et je vais m'inspirer là-bas. Donc ça, c'était en août 2015. Et, quand je suis revenu, bah, j'ai fait mes premiers concerts sous hypnose en invitant Jean Dorido, donc l'auteur du livre que j'avais lu pour apprendre la clarinette. Je l'ai contacté, je lui ai dit voilà, j'ai envie de faire des concerts sous hypnose. Alors à l'époque sur le Tao, donc l'idée c'était de plonger les gens dans les cinq éléments, dans leurs cinq éléments, qu'ils aillent visiter donc à la fois leurs organes, leur énergie, leurs archétypes. C'était un peu comme ça, et puis sous forme de bœuf. C'est-à-dire que je l'avais un peu briefé sur les éléments, c'était pas plus son truc que ça. Et puis bah, j'avais les musiciens qui eux connaissaient bien les morceaux. Et donc, on s'est dit, on va faire un bœuf, une jam session, on appelle ça en jazz, c'est-à-dire on va un peu improviser autour de ça. Et donc, on a fait le premier concert comme ça en octobre 2015. C'était génial. J'avais pas fait trop de pub parce que je voulais pas qu'il y ait trop de monde, donc je savais pas, parce que je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Et en fait, c'était complet. C'était une petite salle de 120 places à Paris. Et, et voilà, donc ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie de me former. Parce que je trouvais ça important que l'hypnose soit aussi musicale, et qu'il y ait vraiment en interaction avec la musique, ce qui n'était pas trop possible avec un hypno pas musicien. Jean, il était ingénieur lui, de formation. Et donc j'ai invité plusieurs hypnos, j'ai invité Kevin Finel, c'est avec lui que j'en ai fait le plus, on a dû en faire une vingtaine. Et donc, j'ai commencé à me former avec lui. Et puis, ce qui était génial, c'est que plus je me formais, plus il me laissait de la place dans les concerts pour faire ma part, ce qui a fait que j'y suis allé progressivement. Je me suis pas retrouvé d'un coup devant 300 personnes à devoir hypnotiser les gens. J'ai pu apprendre à ses côtés. Et puis, donc, c'était trop bien. Et donc, en me formant, j'ai appris bah, enfin, tout ce qu'on peut apprendre à l'Arche. C'est passionnant. Je trouve cette école super. Et j'ai appris notamment un protocole qui s'appelle le SCORE, donc l'acronyme de symptômes, causes, objectifs, ressources et effets. Et donc ce score est inspiré du voyage du héros de Joseph Campbell, donc, et propose aux clients, quand c'est le cas, dans le cadre d'une séance, bah, de faire son voyage du héros, et donc de voir quelles sont ses aspirations profondes, qu'est-ce qui l'en empêche, quelles ressources il a pour aller au-dessus. Et puis qu'est-ce que ça donne dans le futur une fois qu'il a réalisé cet objectif, et où est-ce que ça lui permet d'aller encore plus loin. Et ce score-là, bah, je le trouvais vraiment intéressant, et j'ai eu envie de le proposer et de sortir de ce truc un peu de bœuf et de faire mes concerts à l'arrache comme ça. Donc là, ça s'est vraiment transformé en expérience plus, on va dire, plus profonde. Et puis, avant, voilà, c'était plein de petits tableaux. Et là, ça c'est devenu une seule et même expérience. Voilà. Et donc le premier, on va dire, concert sous hypnose, c'était avec ce score en 2017, ça s'appelle le Voyage du héros. Tu en as fait d'autres depuis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé malade. J'ai eu une rectocolite hémorragique, donc c'est des symptômes horribles. Et c'est hyper assez douloureux, enfin une galère. Et puis on ne sait pas trop comment soigner ça. Alors pendant un an, j'ai essayé bon, la médecine allopathique et puis aussi les médecines alternatives. Ça n'a pas donné grand-chose. Et donc je suis retourné au Pérou, puisque j'étais un peu désespéré. Euh, et là, Jacques m'a dit, ah ouais, t'es vraiment mal en point. On a fait une première cérémonie qui n'a rien donné. Et la deuxième, j'ai demandé à la plante, montre-moi ce que je suis même pas capable d'imaginer, d'envisager pour me soigner. Et là, en vision, hein, je vois, je sais plus, quatre ou cinq chamans qui m'amènent un chromosome, mon chromosome, et je comprends parce que tout se fait un peu par télépathie, bah, que je peux le redresser, le masser, en prendre soin. Donc c'est ce que je fais.
Et donc, je me retrouve, je me retrouve dans la lumière, plus de, plus de dualité, plus de séparation, amour inconditionnel, extase totale. Et là, je commence à avoir la présence d'esprit parce que dans cet état-là, on n'a même plus de curiosité puisqu'on fait un avec le tout. Mais je commence à me dire, ah, mais là, j'ai accès à tout, donc je peux poser plein de questions. Donc je commence à poser plein de questions sur les, les grands mystères de l'univers, les pyramides, la réincarnation, tout ça. Et puis donc avec une espèce pas de connaissance qui vient s'intégrer, enfin c'est très, très spécial. Bon bref, ça dure comme ça pendant 3 4 heures de magie, d'humour, de bien-être, et le lendemain, je suis guéri. J'ai plus de symptômes, j'ai plus rien. Et cet état-là de grâce, un peu d'extase, dure 3 4 jours. Alors en plus, on est en pleine forêt, c'est le paradis. Parce que là, c'était la veille d'une diète. Donc une diète, c'est quelque chose qui dure une semaine, 10 jours, ou plus, hein. Et on est tout seul dans la forêt. Et il y a un chaman qui vient nous apporter chaque jour une plante à diéter. Donc, c'est une monodiète d'une plante qui n'est pas forcément psychotrope, hein. Et ça dans un cadre paradisiaque, forêt vierge avec les cascades partout et tout. Donc, voilà, je me retrouve un peu miraculeusement guéri. Et j'ai eu La envie de médecine n'a partager. pas pu expliquer ça chez nous, la médecine occidentale. Cette En fait, guérison. pour dire la vérité, je suis tombé sur un gastro-entérologue qui m'a tellement pas plu, que j'ai trouvé tellement. Enfin, je suis même pas allé le revoir pour lui dire ce qui s'était passé. Et puis, j'ai même pas cherché à. Non, j'ai pas revu de médecin, en fait, après. J'étais juste soigné, donc. Par contre, ouais, par contre, j'ai écrit un bouquin pendant le Covid, du coup, parce que ça a dû m'arriver, je sais plus, en 2019. Il y a eu le Covid, je sais plus quand. Et donc, forcément, comme tous les musiciens, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de temps. Donc j'ai écrit ce bouquin et puis j'ai eu envie de partager cet état d'extase, de grâce. Euh, je pense qu'il est assez proche de ce que peuvent vivre des gens qui font une expérience de mort imminente. Donc j'ai écrit un concert sous hypnose qui reprend le scénario d'une expérience de mort imminente pour que les gens puissent vivre cet état avec la musique et l'hypnose. Je me voyais mal écrire un truc sur le chamanisme ou machin. Enfin, j'ai préféré déguiser cette expérience-là dans le scénario d'une expérience de mort imminente. Et voilà, donc le second concert sous hypnose s'appelle Au-delà et, et permet de vivre quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Bien sûr, on est loin de l'ayahuasca, on est loin d'une expérience de mort imminente, mais le projet, c'est quand même que les gens de façon métaphorique ou puissent avoir accès à rencontrer un être de lumière ou un proche disparu, puissent faire un deuil, poser des questions, dire merci, pardon, enfin, qu'il y ait des libérations qui puissent se faire. Et puis ces sensations de dissolution de l'ego, d'ouverture, d'expansion de conscience. Euh, voilà, donc c'est des choses qui peuvent se produire pendant le concert, ouais. Tu peux nous rappeler le titre de ton livre? Autobiographie d'une conscience. Donc ça parle de tout, un peu de mon parcours, justement, depuis la visualisation jusqu'à cette guérison et puis ce qu'il y a eu au milieu. Je te propose qu'on regarde un extrait de ton concert au-delà. Comme ça, nos auditeurs pourront se rendre compte de ce que c'est ce concert. Dans la tradition tibétaine, quand l'esprit quitte le corps, il s'élève doucement dans une enveloppe de lumière, reliée au corps physique par un cordon d'argent, un cordon flexible, extensible à l'infini. Et le corps s'élève comme un oiseau dans le ciel, très léger, extrêmement léger. Connectez-vous à cette sensation de légèreté dans votre corps. Parfois c'est dans la main, parfois c'est dans le cœur.
dans le visage. Et partez de cet endroit-là, extrêmement léger. Imaginez qu'il soit possible de sortir de votre corps, de vous élever. C'est très agréable, cette légèreté. Vous vous élevez de plus en plus haut, comme si la musique vous aspire. Chaque note vous élève encore un peu plus. C'est le tout début du voyage. Et quand la musique remplace les mots, alors vous vous élevez encore plus haut. Demandez-vous jusqu'où vous pourriez aller.
vous arrivez dans un lieu extrêmement agréable. Un lieu où il y a une lumière d'un éclat surnaturel, inconnu, magnifique. Dans ce lieu, vous ne savez plus vraiment si la lumière est à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que tu as fait d'autres concerts? Est-ce que tu as d'autres projets? Alors, oui, bah, du coup, je suis en train d'écrire le prochain concert qui sera sur la réincarnation. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler, peut-être réincarnation, tout simplement. J'ai déjà un peu le scénario, déjà des idées un petit peu musicales, mais c'est vrai que là, je vais attaquer une année un peu plus introspective et créative que la précédente, où là, j'ai fait 25 concerts. Puis je suis producteur aussi des concerts. Donc, parce que j'ai trouvé aucun producteur, aucun tourneur qui, je pense, a compris un peu le projet. Donc, finalement, j'ai réalisé que le mieux, c'était de le faire moi. Donc, je fais tourner mon spectacle. Donc, c'est vrai que 25 dates, c'est aussi pas mal de préparation, d'organisation, de communication. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et, euh, et là, ouais, donc je vais faire une pause un peu plus créative. Donc voilà, je pars au Portugal un an pour écrire ce concert sur euh, ouais, la réincarnation. Donc je pense qu'on va passer, le public va passer d'abord par une régression, on va dire, biographique, aller dans l'enfance, puis après dans une vie antérieure, l'entre-deux-vie, une vie future. Et je pense que ça va se terminer par quelque chose genre, bah, qu'est-ce qui pourrait se passer au-delà de ce cycle des réincarnations. Et donc pareil, peut-être sentir quelque chose de l'ordre de l'extase et de, ouais, de l'amour inconditionnel. Tu es intéressé par tout ce qui est spiritualité, par tout ce qui est cerveau, fonctionnement du cerveau depuis très longtemps, depuis ton adolescence. Est-ce que cette expérience que tu as vécue, qui ressemble effectivement très fort à une expérience de mort imminente, est-ce que ça a été un nouveau départ dans la spiritualité, quelque chose qui t'a fait aller plus loin? Euh, Juste une confirmation, parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, au fond de moi, je savais déjà que c'était possible. J'avais lu trop de bouquins et puis j'avais déjà vécu pas mal de choses, pas aussi fortes, hein, c'est sûr. Mais je suis allé au Pérou pour avoir une guérison. Donc je me doutais bien que c'était possible. J'avais lu le Serpent cosmique de Jérémy Narby. Donc je sais qu'il y a un lien avec l'ADN et l'ayahuasca. Euh, Au fond de moi, je suis sûr qu'on a accès à la, enfin j'étais déjà sûr qu'on pouvait avoir accès à l'ADN, ce genre de choses. Euh, je sais pas si je l'avais lu, mais ouais, tout ce qui est épigénétique, les bouquins de Bruce Lipton, tout ça. Donc ça m'étonne pas que j'ai pu avoir accès à ça. J'en suis hyper reconnaissant parce que je sais que c'est pas possible pour tout le monde ou en tout cas tout le temps. Puis que j'ai pu être malade entre guillemets que un an. Ça aurait pu durer 10 ans. Donc je suis hyper reconnaissant de ça, mais je suis pas surpris en fait. Ce qui est important aussi pour toi, c'est donc le ressenti, de vivre les choses. Écoute, moi ouais, je suis beaucoup dans le domaine du ressenti. Tu vois, la composition, c'est pour moi c'est un travail qui est assez solitaire. Donc c'est c'est quelque chose que je vis. C'est difficile de parler de ça. Mais ouais, ce que j'aime bien, c'est bah, par exemple, pour là, le travail sur les vies antérieures, je sais que ça va être un travail aussi d'introspection où je vais visiter mes propres vies antérieures. J'en ai visité quelques-unes. Mais voilà, pendant un an, je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à aller explorer des vies antérieures et imaginer quelle musique j'ai envie de mettre dessus et quelle musique pourrait convenir à cette exploration de façon plus générale pour le public. Donc, ça va être ce travail-là, moi, qui va me passionner. C'est ouais,
quelle musique à la fois va permettre d'explorer ça sans connoter euh, l'expérience ou la vie antérieure du public. Parce que c'est sûr que si je joue une musique, je sais pas, moyenâgeuse, ça va. Donc voilà, je vais chercher quelle musique va pouvoir aider à l'expérience. Et donc, je sens qu'il va falloir que je trouve une musique qui soit un peu à la fois universelle, en même temps voyageuse, pas trop connotée, mais qui fasse penser au passé. Donc, c'est tout ça là, qui va me plaire de chercher. Donc, je sais pas où ça va me mener, mais je sais que dans un an, je vais avoir des musiques vraiment sympas et que je vais avoir envie de jouer pendant un petit moment. On va être très heureux de pouvoir t'écouter et on va suivre ton agenda pour voir quand tu nous proposeras ce nouveau concert. Alors, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, eh bien, que dire? Écoutez vos aspirations, car je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de suivre ses rêves et, et de les réaliser pour créer un monde magnifique. C'est un beau mot de la fin, en effet. Allez, Merci Geoffrey. merci à toi, Evelyne, et puis bah, merci à tous de contribuer à cette chaîne et puis de nous avoir écoutés. Alors, vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la commenter et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.